Voilà, tout est dit, donc c'est parti pour la conférence. Alors, je vais vous parler d'abord de qu'est-ce qu'une marque, assez rapidement, faire un petit rappel. Qu'est-ce qu'un territoire? Ensuite, ce qui a changé, donc est-ce que c'est la fin des identités de ville ou pas? Suspense. Qu'est-ce qui a changé depuis 2018? Et puis on terminera par un best-of des identités visuelles, ce qui nous a marqué depuis 2018. Alors, c'était pas forcément évident de trouver des exemples, parce que, évidemment, quand on fait une identité visuelle, on la fait pas pour 3 ans, on la fait plutôt pour 15 ou 20 ans. Donc, il fallait trouver des exemples marquants d'identité visuelle de moins de 3 ans. Donc, forcément, je ne vais pas vous reparler de Porto, Helsinki, Lausanne, des identités visuelles que vous pouvez retrouver sur la conférence qu'on avait faite il y a 3 ans, qui sont internationales et qui sont d'un très bon niveau, évidemment. Là, je vais plutôt vous parler de ce qui s'est fait depuis. Donc, on va être à un autre niveau, mais vous allez voir ça tout à l'heure. Alors, c'est parti. Petit rappel. Qu'est-ce qu'une marque ? Je suis allée chercher la définition du Code de la propriété intellectuelle. Et ce qui est intéressant dans cette définition, c'est qu'une marque, c'est un signe graphique qui sert à se distinguer. Alors, ça a l'air de rien, mais c'est toujours intéressant de voir que le mot signe est utilisé dans cette définition. Et graphique aussi, moi ça me plaît bien. Et donc évidemment, vous avez tous en tête des marques. Et malheureusement, quand on est une marque, on n'est pas tout seul. On a besoin de s'exprimer au milieu de plein d'autres marques. Et donc pour pouvoir exister, j'ai un problème de micro. Allô, voilà, j'ai un problème de micro, désolé, il s'arrête et il se remet en marche. Pour pouvoir exister au milieu de toutes ces marques, et bien évidemment, il faut être différent des autres. Et il faut pouvoir sortir du lot. Alors dans le monde d'avant, c'était les marques en rayon. Forcément, vous étiez devant un rayon de supermarché et il fallait trouver le bon ketchup, celui que vous aimez dans ce rayon. Donc c'était pas évident. Dans le monde d'aujourd'hui, vous avez quelques pixels. Merci. Vous avez quelques pixels disponibles sur votre écran de smartphone pour dire à votre cible « Coucou, je suis là, appuie sur moi ». Donc, que ce soit dans le monde d'hier ou dans le monde d'aujourd'hui, évidemment, on a toujours besoin de se distinguer des autres, de se différencier. Donc, la première fonction de la marque, c'est de vous identifier. La deuxième, c'est de se distinguer, de signifier un certain niveau de gamme, un certain nombre de valeurs associées à la marque. Alors, évidemment, là, j'ai pris un exemple un peu facile avec une marque très haut de gamme. Mais la marque, c'est pas que le logo, que tout le monde connaît, en l'occurrence pour Chanel. Quand je vous dis Chanel, il y a l'un de vous qui va me dire Karl Lagerfeld, il y a l'autre qui va me dire Coco Chanel, il y en a un autre qui va me dire le numéro 5. Chacun va avoir un imaginaire lié à cette marque-là. Et comme le logo, il n'est pas tout seul à communiquer, il y a un ensemble de couleurs, il y a des typographies, il y a parfois des images de défilé, parfois la silhouette d'un flacon de parfum. Il y a tout un ensemble de codes graphiques qui vont servir à porter les valeurs d'une marque, à porter son niveau de gamme. Alors, vous allez me dire, c'est facile de faire ça avec Chanel parce que c'est une marque haut de gamme, mais ça ne marche pas que avec Chanel. J'ai pris un autre exemple d'une marque beaucoup plus accessible. Si on fait le même travail, il y a aussi des codes visuels, les bottes en caoutchouc, l'oreiller bleu et blanc, il y a les coutures, les bodys pour ceux qui ont des enfants. Il n'y en a peut-être pas beaucoup qui ont des enfants parmi vous, mais en tout cas ceux qui en ont connaissent bien les bodys petits bateaux. Voilà, il y a tout un univers de marques, tout un ensemble de valeurs qui sont véhiculées, évidemment par des boutiques, mais aussi par des codes graphiques, que ce soit sur les étiquettes, sur le site internet, etc. Il n'y a pas que le seul logo qui fait le travail de porter ces valeurs. Donc en résumé, une marque sert à quoi? Elle sert à identifier, elle sert de repère, que vous soyez sur votre écran de smartphone ou que vous soyez dans un magasin. La marque permet de savoir qui vous êtes. Ensuite, elle sert à vous différencier, donc à dire si vous êtes une marque du super luxe, une marque accessible, une marque très bon marché. Et ça, pour ça, évidemment, les codes graphiques sont hyper importants. Et puis, elle sert à créer du sens, à créer un attachement avec vos publics. Il y a des gens qui sont complètement fans de certaines marques. Il y a, je sais pas, j'avais cité l'exemple de Nutella dans une précédente conférence, où il y a des groupes Facebook qui sont complètement fans de Nutella, qui partagent leurs recettes. Enfin voilà, il y a certaines marques qui créent un engagement très très fort, et que ce soit en interne, en com interne, ou que ce soit à l'extérieur avec des clients, des consommateurs ou des publics externes.
Et un territoire, qu'est-ce qui se passe maintenant? Comment est-ce qu'on peut définir un territoire? Alors évidemment, un territoire, c'est extrêmement complexe à définir parce que, en fonction de l'endroit où on se place, est-ce qu'on y habite? Est-ce qu'on y travaille? Est-ce qu'on est touriste? On n'a pas la même vision. Par exemple, vous parlez de Rennes à un Parisien, il va peut-être penser « Ah, la Bretagne, super, belle île en mer, trop bien, j'y suis allé en vacances, génial ». Vous en parlez à un Nantais masculin de 35 ans, il va penser peut-être au stade de foot et au dernier match. Vous en parlez à des Rennais, là, vous, aujourd'hui, je pense qu'il y en a certains parmi vous qui, ce week-end, parce qu'il y avait 56 000 personnes, je crois, au trans, étaient au transmusical. Moi, personnellement, quand je pense à Rennes, je pense au marché des lys et à la galette saucisse. Voilà. Donc on a chacun notre vision du territoire en fonction de si on y habite, si on y travaille, si on y étudie, si on y passe en vacances. Et toutes ces visions-là, il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Elles sont évidemment toutes bonnes. Et c'est la somme de toutes ces visions qui font les territoires. Il n'y a pas que la géographie. Il n'y a pas que l'histoire, qui en font partie aussi évidemment, il y a aussi le vécu qu'en ont les habitants ou les visiteurs ou les touristes. Donc chacun a son point de vue et son imaginaire, et c'est donc bien ça qui est parfois difficile quand on travaille sur une identité de territoire, c'est qu'on doit en quelque sorte trouver un élément saillant, trouver quelque chose de commun ou de différent qui vous permet d'identifier le territoire, et forcément c'est très très vaste. C'est très très vaste, et en plus, ça ne date pas d'hier, parce que là je vous ai montré des blasons de région en 1930, mais ces blasons de région, ils viennent du Moyen-Âge. Les chevaliers sur le champ de bataille, évidemment, ils avaient des blasons et des armoiries sur leur bouclier, pour qu'on puisse les reconnaître les uns des autres. Donc c'est assez ancien en fait, le fait qu'on ait besoin de montrer d'où on vient et son territoire. Dans les années 30, au moment des congés payés, les régions se sont rendues compte qu'il y avait toute une manne touristique et qu'il y avait un intérêt à attirer des gens sur son propre territoire. Et donc, on a commencé à avoir des identités, enfin des affiches pour vanter les mérites de tel ou tel territoire et pour attirer les premiers touristes. Et puis, dans les années 70, on a commencé à se dire, tiens, ça pourrait être pas mal ce marketing si on l'appliquait à une ville, voilà. Et donc, tout le monde connaît ce signe qu'a fait Milton Glaser en 77, I Love New York, qui est extrêmement célèbre, qui a fait le tour du monde. Donc, voilà. On a théorisé tout ça, et c'est le marketing territorial. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est bien connu. En 2018, déjà, on parlait de cette méthode du marketing territorial avec les différentes étapes. Donc la première étape, évidemment, il faut rassembler les acteurs, surtout quand on a une marque ou une identité de territoire. Il y a énormément d'acteurs institutionnels, en plus des habitants, des acteurs économiques dont j'ai parlé tout à l'heure. Ensuite, il faut l'analyser. En quoi est-il différent? Donc, c'est ce que je disais à l'instant. Il faut trouver quelque chose de vraiment identifiant, différenciant par rapport aux autres territoires. Après, définir un positionnement et une stratégie. Le point 4, c'est créer les outils du plan. Donc, c'est là qu'intervient le graphiste en général. Une fois qu'on a décidé de changer l'identité visuelle, de refondre une identité visuelle, c'est là que le travail du graphiste intervient. Et puis après, évidemment, on évalue, on corrige, etc. Alors, qu'est-ce qui a changé ou pas depuis 2018 ? En 2018, on avait montré une diapo d'identité de territoire, alors certes des communautés de communes, des petites communes, etc. françaises, qui essayaient de se distinguer en faisant ça. Et donc forcément, quand on fait ça, on a un petit peu du mal à distinguer les unes des autres. D'abord parce qu'elles ont parfois des noms très très longs, et quand on met un nom très très long sur un logo, il devient très très petit, et du coup on a du mal à lire. Et ensuite, parce qu'elles se basaient toutes sur de la géographie. En fait, elles essayaient toutes de dire, regardez, on a des magnifiques collines, on a des belles rivières, et il fait soleil chez nous. Donc tout le monde était bleu, vert, avec un bout de soleil. Et du coup, c'était pas forcément facile de les différencier les unes des autres. Pourquoi ? Parce qu'un bon logo, il y a des critères en fait pour faire une bonne identité. Alors, les deux premières lignes, sont des critères objectifs. Un logo doit être lisible aussi bien en petit sur le fronton d'une salle de spectacle, par exemple, en grand, sur le fronton d'une salle de spectacle, qu'en petit sur une carte de visite, en noir ou en blanc ou en couleur, sur un site internet comme sur un écran de smartphone.
Il doit être simple, on doit pouvoir, en passant devant, le mémoriser en 3 demi-secondes et s'en souvenir. Il doit être déclinable, donc je vous l'ai dit, sur un écran de smartphone, sur une affiche, etc. Et évidemment, il doit durer plutôt une quinzaine d'années pour une marque de territoire, même 20 ans. Il y a beaucoup de logos qui ont été refaits ces dernières années, qui avaient une vingtaine d'années d'existence. Donc ça, c'est des critères assez objectifs. Et après, il y a des critères peut-être un petit peu moins objectifs, mais qui sont néanmoins très importants. Ce que je vous disais tout à l'heure, un logo doit être pertinent, donc il faut trouver une spécificité, un point d'accroche sur le territoire qui vous rend différent des autres. Et puis évidemment, il y a un critère esthétique, et c'est là peut-être qu'il y a le plus de subjectivité, mais au moins si le graphisme est actuel, on peut se dire, enfin s'il répond au cahier des charges, etc., on peut se dire qu'on est déjà dans la bonne voie. Alors, les marques de territoire. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se fait? Alors on voit que, ça c'est Capcom qui a essayé de faire un panorama des logos qui sont sortis depuis 2020. Évidemment, les marques de territoire ne sont pas mortes, parce que depuis les dernières élections, il y a tout un tas de communes, et pas forcément des grandes communes. Là on voit que, en 2018, moi j'avais parlé vraiment de communes, de villes, voire de mégapoles étrangères. Là ça descend jusqu'à des petites communes ou de communautés de communes françaises, et il y en a énormément qui ont refait leur identité visuelle ces dernières années depuis les élections. Donc non, les identités de territoire ne sont pas mortes, elles ont encore de beaux jours devant elles. Et qu'est-ce qui a changé? Alors la première chose qui a changé, c'est que globalement, vous avez vu, sur ces identités, on est un peu moins sur des collines vertes et des rivières bleues. La différenciation d'une commune à une autre a tendance à s'améliorer. Je dirais que les logos ont peut-être un peu tendance à se professionnaliser. On sent que il commence à y avoir... peut-être que c'est l'exemple des grosses identités visuelles de villes étrangères qui commencent à porter ses fruits, ou que les communicants publics sont de mieux en mieux aguerris à ce que c'est qu'une identité visuelle. En tout cas, la qualité globalement a tendance à s'améliorer, et donc la différenciation s'améliore. Les identités sont plus simples, que ce soit les signes, les noms même des communautés de communes ou des communes ont été raccourcis, les couleurs utilisées, les effets, etc. Il y a une rationalisation. Et il y a plus d'abstraction, donc il y a un peu moins de logos géographiques, on est un peu moins, ce que je vous disais, sur une description purement du paysage. Ce qui a changé aussi, alors ce qu'on voyait déjà arriver en 2018, mais qui a tendance à se renforcer, c'est qu'il y a de plus en plus de concertation, c'est-à-dire que les collectivités ont tendance à demander de plus en plus aux habitants, à chercher des moyens d'intégrer les habitants de plus en plus à leur réflexion sur leur identité visuelle. Pourquoi elles font ça? Parce qu'elles ont peur du bad buzz. Un exemple. Pensez-vous que cette slide se lise de gauche à droite ou de droite à gauche? Est-ce que le dernier logo de Perpignan est celui qui est là à droite, ou est-ce que le dernier logo de Perpignan est celui qui est là à gauche? Pas facile. Hein. Le dernier logo de Perpignan, c'est celui qui est à droite. Il est sorti en 2021, et il y a le 10 avril 2021, 300 personnes qui sont descendues dans les rues de Perpignan pour dire « Changez-nous ce logo ». Voilà. Alors, des gens sont descendus dans la rue parce qu'il n'y avait plus sur la signature Perpignan la catalane, alors que ça faisait 25 ans que Perpignan était la catalane. Là, la signature avait été remplacée par Perpignan la rayonnante. Au-delà du fond de ce logo, au-delà de ce qui représentait, alors juste pour la parenthèse, ce qui représentait, c'est un Saint-Jean-Baptiste. Vous l'avez là en partie basse. Donc c'est un blason du Moyen-Âge qui a été réinterprété pour faire le nouveau logo de Perpignan. Au-delà du fond, de ce qu'on représente, il y a la manière dont on le représente. Quand je vous disais tout à l'heure, il faut essayer de faire en sorte d'avoir des codes visuels actuels. Là, clairement, ce logo dit trop de choses, et il le dit d'une façon, c'est difficile à dire, mais quand même datée et dépassée. Hein. Il y a une espèce de dégradé bleu-blanc-rouge à l'arrière, il y a des traits de peinture qui dégoulinent pour faire le blason, il y a des petits coins là-haut, il y a la lumière au-dessus de la tête, le Saint-Jean-Baptiste se transforme en berger avec son bâton de berger, il marche quand même sur de l'eau, enfin, il y a des couleurs dans tous les sens, voilà, il y a trop d'effets, il y a trop de choses dans ce logo.
Bon, ça n'engage que moi, hein, ça n'est que mon avis. Peut-être que dans les 300 personnes qui sont descendues dans la rue, il y en avait qui étaient d'accord avec moi, mais toujours est-il que, voilà, c'est pour ça qu'il faut fixer des critères quand on évalue un logo, parce que, bon, peut-être que là, ils auraient dû faire autrement. Alors, comment faire pour lutter contre le bad buzz? Parce que si les mairies font des concertations, c'est qu'elles ont peur de ça, elles ont peur du bad buzz. Alors qu'il y ait des gens qui aillent manifester pour un logo, c'est un petit peu extrême, même si ça existe. Ça montre bien que c'est quand même super important, une identité visuelle. Mais les mairies, les collectivités ont peur du bad buzz. Ce dont elles ont peur surtout, c'est des réseaux sociaux, évidemment, d'être décriés sur les réseaux, et qu'on dise « Oh là là, mais vous avez dépensé X milliers d'euros pour faire un logo, le petit frère de ma concierge, j'aurais pu faire la même chose. C'est jamais qu'un dessin, vous avez dépensé beaucoup trop d'argent pour ça. » Donc elles ont peur de ça, et c'est pour ça qu'elles font de la concertation. Donc, comment faire pour se prémunir du bad buzz? Évidemment, inclure les habitants, donc c'est toutes les démarches de concertation qu'on voit apparaître maintenant. Inclure les habitants, c'est intéressant. Par contre, il ne faut peut-être pas les inclure à n'importe quel moment du process de création d'un logo. Le meilleur moment, à mon avis, c'est plutôt au moment de faire le portrait de territoire, c'est-à-dire quand vous cherchez à savoir qu'est-ce qui fait la spécificité de votre territoire. C'est là que vous pouvez demander aux habitants de vous donner leur vision à eux, parce que la vision de chacun est intéressante à prendre. Ensuite, par contre, c'est-à-dire au moment du cahier des charges, au moment de la rédaction du cahier des charges, vous pouvez recueillir cette matière. Après, évidemment, une fois que la matière est recueillie, il ne faut pas demander aux habitants de faire un concours de dessin pour créer le logo. Là, il faut plutôt demander à des gens qui savent faire. La deuxième manière, évidemment, c'est de choisir le prestataire graphique qui a la meilleure compréhension de la problématique, parce qu'a priori, c'est lui qui va le mieux incarner ce que vous souhaitez incarner dans le logo, et si possible, de le rencontrer au moment de l'appel d'offres, de faire une audition, parce qu'un logo, c'est quand même une œuvre de création, et il faut qu'il y ait un feeling. Enfin, on le verra tout à l'heure avec les invités, mais il faut que le prestataire graphique sente la demande. Il faut qu'il y ait quelque chose qui passe, il faut qu'il y ait une confiance ou quelque chose qui se passe entre le prestataire, entre le graphiste et le client. Donc c'est bien de se rencontrer. Après, c'est évidemment évaluer les logos selon les critères fonctionnels, c'est ce que je vous ai mis tout à l'heure, lisible, en petit, en grand, etc. Et puis anticiper les trolls avant de lancer l'identité, anticiper ce qui peut être dit sur les réseaux sociaux pour pouvoir y répondre. Alors, quelques exemples, on va finir par des exemples, donc trois premiers exemples d'abord. On va voir qu'il y a des petites communautés de communes ou des petites communes, il n'y a pas que des grandes, et c'est plutôt français par rapport à 2018 où donc j'avais plutôt des exemples internationaux, là on est plutôt en France. Quelques exemples, une première commune qui justement, elle, pour répondre au bad buzz, avant de lancer son logo, a fait une campagne de com dans la ville, et là ce qui est intéressant c'est que c'est le service com interne de la commune qui a fait cette campagne pour annoncer le nouveau logo. Et donc c'est Moissy Cramayel qui a fait des panneaux, donc le service com interne, il est rose, il a du style, il est rond, et en fond, on commence à deviner leur nouveau logo, et en bas à droite c'est l'ancien. Voilà, vous avez l'ancien à gauche, le nouveau à droite, c'est l'agence Bastille qui a fait ça en 2021. Donc le logo de droite, c'est le rayonnement des quartiers autour du centre-ville. Et du coup, le rose, c'était le fait de dire on est une commune inventive et on l'affirme, et on ose, on y va carrément dans le rose. Et voilà, ils assument et ils le disent carrément. Et donc cette campagne, elle est intéressante parce qu'elle annonçait ça. Donc ça, c'est une manière peut-être d'anticiper le bad buzz et de le prendre sur le ton un peu humoristique. Après, d'autres exemples intéressants, quand on fait son logo, donc aller à l'essentiel, ça c'est vraiment un travail de logo, avec la commune de Montmorillon. Vous voyez l'ancien logo à gauche qui avait une vingtaine d'années, qui avait certes bien besoin d'être revu, et le nouveau logo à droite. Là, c'est l'agence Et Pourquoi Pas. Alors, dans la presse, j'ai trouvé le budget, 15 000 €. Je pense que pour 15 000 €, ça devait être le logo et la charte. Montmorillon, c'est une petite commune de 6 000 habitants. Donc, pas une très grosse commune dans la Vienne. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ils ont pris l'espèce de rivière qui traverse la ville et donc disposé les lettres de manière comme ça un peu ondulante. Et c'est la cité de l'écrit. Et du coup, ils ont ajouté 2 points à la fin du mot pour dire Montmorillon, c'est comme le début d'une histoire. Et évidemment, c'est décliné ensuite sur des supports de communication. Troisième exemple, avec un univers visuel complet. Donc, je vous donne un peu les clés de réussite d'un logo.
Et là, je fais un peu de cocorico, puisque c'est une identité visuelle qui a été faite par Pollen Studio en 2019-2020 pour Anjou Bleu. Anjou Bleu, c'est une communauté de communes. Et donc là, on a créé un signe qui dit... alors, l'Anjou Bleu, ils n'ont pas la mer, ils n'ont pas la montagne, mais ils ont la campagne. Donc l'idée, c'était de faire un signe qui croise un peu comme des collines qui se rejoignent, comme une rivière ou comme des gens qui vont tisser des liens. Donc c'est une espèce de tresse, un signe abstrait où on peut voir plein de choses différentes, qui est décliné sur évidemment des brochures en trame, qui peut venir par-dessus des visuels, par derrière, etc. Sur un guide de territoire, un guide touristique, d'attractivité touristique, où là on a pris le parti de ne pas mettre une belle photo en couverture, mais plutôt de faire comme un beau carnet avec un habillage graphique. On a dessiné aussi toute une série d'illustrations et fait la carte de territoire. Donc Charlotte a fait ces magnifiques illustrations pour eux. Et puis évidemment, tous les codes graphiques se retrouvent sur le site internet. Voilà, donc c'est un univers visuel qui se décline. Et puis notre top 3, les identités visuelles qu'on a trouvées super depuis 2018. Donc 3 identités qui sont pour des communes un peu plus... Alors non, il y en a une qui est toute petite, j'allais dire plus grande, mais c'est pas vrai, il y en a une qui est toute petite. Alors Montélimar, je crois qu'il y a 40 000 habitants. Là, c'est l'agence Hula Hoop qui a fait ça pour 10 000 €. 10 000 €, je pense que c'est juste le prix du logo. Il n'y a peut-être pas toutes les déclinaisons avec, mais c'est ce que j'ai trouvé dans la presse. Donc là, évidemment, c'est une initiale, c'est le M. C'est aussi une double fenêtre romane. Et ce système graphique va permettre de placer des visuels à l'intérieur, de les faire éventuellement déborder. Et donc ça va permettre d'habiller des images, de créer toute une série de supports de communication, que ce soit des visuels de couverture de brochures, que ce soit des affiches, ça peut se travailler à la verticale ou à l'horizontale. Donc c'est un système parfaitement identifiable et déclinable. Deuxième exemple avec Graphéine. Comment ne pas parler de Graphéine quand on parle d'identité de territoire, parce que c'est vrai qu'ils en font beaucoup. Donc ça, c'est un projet de Graphéine pour Fontaine-le-Comte. Fontaine-le-Comte, c'est la plus petite communauté dont je parle ce soir, parce qu'il n'y a que 4000 habitants à Fontaine-le-Comte. Donc c'est vraiment une toute petite commune. Mais c'est pas parce qu'on est une petite commune qu'on ne peut pas avoir un chouette logo. Donc Fontaine-le-Comte, du coup, je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est un F. Donc là, c'est plus clair sur cette diapo-là. Vous voyez là à gauche, donc c'est le F et l'oiseau, donc c'est une espèce de forme d'oiseau, et puis une découpe qui s'envole et la citation de Matisse, parce que c'est un découpage du F qui évoque les papiers de Matisse. Et donc, vous voyez en bas à droite de l'écran, à partir de ce registre formel, ils ont créé toute une série d'illustrations, de pictogrammes qui viennent nourrir l'univers visuel. Et complètement en haut à droite, là vous voyez les différentes versions du logo de façon à ce qu'il s'adapte vertical, horizontal et en toute petite vignette sur un smartphone par exemple. Voilà, et donc ce système permet à Fontaine-le-Comte de décliner tout un tas de supports de communication, que ce soit des vidéos, que ce soit des affiches, etc. Dernier exemple, avec le travail de Pam et Jenny. Donc là, on part en Belgique pour Anderlecht. Anderlecht, c'est une commune qui fait partie de Bruxelles-Capitale, qui a 120 000 habitants à peu près, Anderlecht. Donc si vous voulez, c'est dans l'agglo de Bruxelles. Et donc, travail complètement différent, complètement dans l'épure, hyper minimaliste. Le 1070, c'est le code postal de Anderlecht. Et donc, ils ont choisi de faire un signe hyper simple, vraiment hyper minimaliste, juste avec un cœur à la place du 0, pour que ce soit un signe universel, reconnaissable par tout le monde, qui montre la chaleur, l'ouverture, etc. de cette commune. Et puis après, c'est une typo super simple, et c'est juste un dispositif, toujours ce 1070 qui est écrit de la même manière, le Anderlecht à la verticale. Et ce qui est intéressant, c'est que le 1070 est complété, là par exemple pour la bibliothèque, par des bouquins. Voilà, là pour l'affiche de gauche, pour la maison des artistes, un par un A placé à l'horizontale, et donc ça fait comme un œil. Sur celle de gauche, vous voyez respect, et puis il y a un panier, et hop, on vient marquer un panier avec la poubelle. Donc il y a toujours de l'humour dans le travail de Pam et Jenny. Donc voilà, un exemple vraiment dans l'épure, mais qui est super efficace pour Anderlecht.
Voilà, donc le besoin d'identification et d'attractivité est toujours là. Hein. Évidemment, les communes ont toujours besoin d'être vues. C'est sans doute passé des très très grosses villes, mégapoles internationales avec une forte attractivité qui ont été les premières à refaire leur identité. Je ne sais pas, Porto c'était 2015, enfin voilà, dans ces années-là. Et puis maintenant on voit que ça vient jusqu'à des communes de plus petite taille. Mais tout le monde a besoin d'exister, donc les identités de communes et de villes ne sont pas mortes. C'est Wally Hollins, le fondateur de l'agence Wolf Hollins, qui est une agence britannique assez célèbre, qui a été parmi les premiers dans les années 60 à théoriser les identités visuelles de villes et à parler de... Alors il ne disait pas marketing territorial à l'époque, mais en tout cas, il avait été dans les premiers à dire que c'était important pour les territoires de rayonner. Et donc, lui, il avait quatre critères d'évaluation pour un logo. Je vais pousser ça parce que je ne vois rien. Donc, être émouvant et rationnel, évidemment, ça s'adresse au cœur et à la tête. Être pertinent pour toutes les parties prenantes. Donc, quand on parlait tout à l'heure d'intégrer les acteurs ou de faire de la concertation, ben, on retrouve ça là. Être distinct, évidemment, il faut. La Bretagne ne va pas parler comme l'Alsace, qui ne va pas parler comme une autre région française. Il faut être connu, et puis être vrai. Il ne faut vraiment pas chercher à exprimer des choses fausses. Il faut vraiment parler de ce qu'on est vraiment, quoi. Donc, que ce soit en utilisant les critères de jugement de Wally Hollins, ou que ce soit les critères que je vous donnais moi tout à l'heure, lisible, simple, déclinable, etc. Quand on fait une identité visuelle de territoire, mais ça s'applique aussi à d'autres types d'identités visuelles, il faut s'accorder sur une différence. Il faut trouver le marqueur vraiment important qui fait la reconnaissance du territoire ou de la marque, si on est une marque commerciale. Il ne faut pas oublier à quoi sert l'identité. Il ne faut pas se perdre. Un logo, ça sert à être vu, à être reconnu, etc. Il ne faut pas oublier ça. Et puis, voilà, il faut se fixer des critères d'évaluation de façon à essayer de trouver la bonne solution. Merci.